comprendre exactement comment le vote de la liste régionale fonctionne. C'est-à-dire que tous les partis soumettent des noms à la liste régionale. Exactement. Ça Il y a un nombre de sièges qui... Exactement. Ça veut dire que, exemple, on prend la région de Montréal, OK, peut-être plus exactement le même nombre de comtés, mais genre, chaque parti pour région Montréal, QS Montréal, PQ Montréal, CAQ Montréal, tout ça, arriverait avec une liste de noms de députés proposés. Évidemment, nous autres, on serait pour que ça soit égal homme-femme. C'est-à-dire une femme, un homme, une femme, un homme, un homme, une femme. Bon, supposons que dans la région de Montréal, QS gagne 3 députés proportionnels, OK, donc des régionales. Ben, les 3 premiers noms sur la liste sont pris. Donc, quand vous allez voter pour votre parti, vous savez, dans votre région, sur la liste, vous avez ces noms-là. Là, vous regardez, vous avez PQ, c'est ça, QS, c'est ça, CAQ, c'est ça. C'est ça. Comment les 3 députés? Ben, c'est simple, c'est le pourcentage. Ton pourcentage de vote. Regarde, c'est simple. C'est quand tu arrives la journée d'élection, tu commences, tu fais l'élection classique. Tu calcules les députés de comté. Là, tu arrives, tu dis, OK, tel parti, il y a 20 des députés de comté. Là, maintenant, on va regarder. Est-ce que dans la proportion de vote au niveau national, est-ce qu'il y a eu 20 ou plus? Là, à un moment donné, c'est parti. Ah non, il y a eu 30 Mais là, on va regarder dans quelle partie, la province, que ça a voté plus fort pour ce parti-là, et là, la personne va voir. C'est là qu'on va déterminer les députés régionaux. Je pense qu'il faut penser aussi au nombre maximum de députés que vous allez peut-être avoir. Mais comment on choisit c'est lesquels dans la liste? Mettons, si Québec solidaire, si chaque parti a soumis 10 noms, parce qu'il y avait un maximum de 10, supposons qu'il y en a dans la liste, ben là, il y en gagne 3. Québec solidaire gagne 3, comment tu fais pour savoir c'est lesquels les 3? Est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont en ordre important? Les listes sont en ordre qui vont être c'est le parti qui choisis. détermine l'ordre. C'est le parti qui détermine ça. Puis, c'est ça. Oui, remettre une question. Ah oui, c'est peut-être un peu différent, mais vous avez parlé d'une majorité à 50% plus une. Moi, je trouve que... Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Oui. Vous avez parlé d'une majorité 50% plus un vote, mais vous restez quand même avec une population pas mal divisée. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir qu'il faut avoir un gouvernement qui est formé par 2/3 de la vote ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une façon qu'il faut faire des coalitions, etc., pour que le gouvernement, finalement, ça représente un bas 2/3 de la population? C'est que malheureusement, pour l'instant, dans tous les principes, dans tous les modes d'élection proportionnelle, c'est le principe du 50% plus 1. Parce qu'à la majorité, mathématiquement, c'est 50% plus 1. Majorité absolue. Et c'est le principe de majorité absolue. Donc, ça veut dire, supposons là qu'on est en proportionnel, ben, Legault, on lui avait dit, garde de 30 pourcentage de vote. Oui, c'est toi qui as le plus de votes, mais là, de 30 des votes. Donc là, toi, il faut que tu aies négocié avec les autres partis pour que tu nous reviennes après ça avec un gouvernement formé de 50, qui représente 51%. 50 plus 1% de la population. C'est ça. Le problème aussi, si je ne m'abuse, c'est qu'il faudrait réussir à avoir un amendement constitutionnel pour changer ça. Et c'est pas demain matin qu'on va l'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vais me permettre une mise en garde ici. C'est quand on entre dans la mécanique de l'affaire. C'est quand on entre dans la mécanique de l'affaire qu'on perd notre monde. On vient d'avoir un très bel exemple. C'est compliqué, ça a l'air compliqué. La façon, Sylvie, dont tu l'as expliqué tantôt, c'était super simple. Et comme chacun sait, le diable est dans les détails. Quand tu arrives à dire, OK, mais elle va ressembler à quoi la carte électorale du Québec? Parce que le système est vraiment imparfait en ce moment, mais il est simple. Hein? C'est le first pass the ball, comme disent les Britanniques. Le premier qui passe la ligne gagne. Tu
tu peux avoir 32%, ton suivant il y a 31%, c'est toi qui gagne. Tu pars avec le pote au complet. C'est simple. Le système qu'on propose n'est pas si simple que ça. Il faut qu'on se l'admette. Par exemple, il y a combien de sièges sur les... Est-ce qu'on reste à 125? Combien sur les 125 sont élus d'office? Combien sur les 125 sont des candidats de liste? Comment on établit la liste? C'est là où ça se complexifie et je vous soumets que c'est là que ça a planté en Colombie-Britannique. C'est là que ça a planté à l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, c'est plus petit que Longueuil. Ça va être 5, là. Et je le dis en tout respect pour nos amis de l'île du Prince-Édouard. De Longueuil. Mais c'est là où on se perd dans l'affaire, puis au-delà du principe, qui est généralement facile à expliquer, la mécanique de la patente n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Alors moi, je vous suggérerais d'ajouter à votre excellente présentation le modèle de la nouvelle carte électorale du Québec. Théorique, bien sûr, parce qu'on n'a jamais voté ici. Mais nous, on l'a vu en caucus, on a eu des présentations, il y a un projet de loi. Selon le projet de loi 39 qui avait été déposé par le vote que vous privilégiez, peu importe, ce sont des modèles théoriques de toute façon. Mettez celui que vous voulez, mettez-en deux si vous voulez. Et je comprends que je suis les deux premiers boulots. Prenons un exemple très simple. On est en proportionnel comme du proposé. Il n'y aura pas Rosemont et Gouin. Il va falloir qu'il y ait un duel dans la ruelle entre Nadeau Dubois et moi. C'est blague. On a fait de la blague longtemps. Il n'y aura pas Rosemont et Gouin. C'est ça. Il va falloir que ça soit redessiné. On va redessiner la carte nécessairement. Bon, je présume que dans la configuration actuelle de QS, Gabriel est d'office candidat puisqu'il est candidat au poste de premier ministre. Mais il arrive quoi avec moi? Je suis sur la liste. Je suis sur la liste de quoi, de qui, de quoi, de comment, de pourquoi, de quand. Je me présente tout finalement dans l'univers. Je vais être tout le monde. Dans l'autre circonscription qui va être définie à côté. À chaque élection, on a les mêmes circonscriptions. C'est sûr qu'il faut redéfinir. Il va y avoir toute une série de circonscriptions. Donc, probablement que Gabriel Nadeau-Dubois va avoir le premier choix de où il va vouloir se représenter. Ensuite, ben là, probablement que toi, tu vas regarder dans ta circonscription avec ceux-là à côté. Il va y avoir une entente que tu vas te représenter là. C'est ça. Fait qu'il va y avoir... Les circonscriptions vont être un peu plus grandes. Une des propositions qui avait été faite, c'était un peu de calquer les circonscriptions fédérales. Je ne sais pas si ça va rester ou si... Mais l'idée, c'était d'aller vers à peu près 75 circonscriptions, puis à peu près 50 députés qui seraient à partir de listes. Donc, on a une proportion suffisante pour amener une bonne proportion. Mais effectivement, il y a beaucoup de détails. Et c'est sûr que tant que un nouveau projet de loi ne sera pas clarifié, c'est difficile à expliquer, puis on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais le principe en arrière, il reste. C'est qu'on veut aller vers quelque chose de mixte, de proportionnel, de compenser les distorsions, puis garder un niveau régional fort. C'est ça qui sont les principes. Au bout du compte, quand tout va être décidé pour les détails, pour le citoyen, la citoyenne, ça ne sera pas si compliqué que ça. De savoir comment aller. Est-ce que C'est tu ça. peux dans les questions? Moi, j'ai madame là, puis monsieur, puis après ça, on continuera. Okay? Ben, c'était juste une question par rapport à la liste. Les listes vont être établies par qui? Par les partis, mais si c'est établi Par région. Par région, très bien. Alors, quand on doit, par exemple, quand on veut se présenter pour une circonscription, on se soumet à une investiture et les gens votent. Dans le cas d'une liste, est-ce que ce sont des partis qui décideraient comme ça ad hoc? Je voudrais que ce soit vous, Sylvie, qui soyez sur la liste et en première parent. Autrement dit, quel est le processus démocratique dans le choix d'une liste? Ça va être à chaque parti de définir ce processus. Dans ce qu'on propose, c'est à chaque parti de définir ce processus. Les recommandations qu'on avait, c'est que ça soit toujours alterné homme-femme, puis que à travers les régions, que ça commence par un homme ou une femme en alternance aussi. Mais que ça serait chaque parti qui définirait comment ils vont définir ces listes-là.
OK. La dernière question, je vais continuer sur l'autre partie. Je me demande, l'un des dangers en fait, de ce système-là, c'est qu'il ne pourrait pas se former une forme de hiérarchie entre les députés qui sont issus des listes et ceux qui sont élus d'office. Parce que justement, ceux qui sont issus des listes ont en quelque sorte été délégués par le parti pour occuper ce poste-là, alors que celui qui est élu directement a été choisi par les citoyens de sa constitution. À quelque part aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un coût en fonction, autant les députés de comté que les députés proportionnels, de régional, ont exactement les mêmes pouvoirs. Un député reste un député. Ça veut dire, genre, un ministre pourrait être un député de circonscription, mais pourrait être aussi un député régional. Donc, il n'y a pas de suprématie d'une sorte de député sur l'autre. Mais il pourrait y avoir cette perception-là. C'est quelque chose qui va falloir qu'il soit discuté entre les députés. Mais le principe, c'est qu'il n'y aurait pas de différence entre les différentes zones. C'est plus facile de faire élire sur la liste que de faire élire pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que dépendant d'une région. Ben, de citer numéro 1 sa liste, Oui. t'as pas mal pour n'importe quel parti, ton poste est presque assuré si je comprends. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Qui avait un comté, par exemple, un proportionnel, OK, qui avait un parti, que dans la région, n'avait pas de député. Mais il pourrait y avoir, tu sais, en fait, la proportion des députés de circonscription, si elle est à peu près égale, les députés de région vont juste venir rajouter un peu. Mais effectivement, la personne qui est première sur la liste a le plus de chances. C'est des gens plus faciles que celui qui se fait C'est ça. Tantôt, quand on montrait dans Laurentide, le Parti libéral, même s'il était premier sur la liste, il n'y en avait pas. C'est ça. Je vais juste continuer la dernière partie. Pourquoi ça marche jamais si c'est si bon que ça? Mais le point que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que c'est jamais le système, c'est jamais le nouveau mode système proposé qui était en jeu. Ça a toujours été une question de partisanerie. Puis, bon, ça s'est fait à tous les différents niveaux. On sait que René Lévesque, déjà en 1968, avait voulu avoir une réforme, avait tout fait des démarches, embarqué le directeur général des élections, qui ont fait des études. Et finalement, ce sont les députés qui se sont opposés, qui ont eu de la drogue, qui n'ont pas voulu que ça se fasse. Jean Charest, c'est un peu la même chose. Il s'était engagé à son élection en 2003. Tout de suite après l'élection, il avait commencé à travailler sur un projet de loi. Mais après ça, c'est comme tombé dans les nues. Puis en 2007, ils n'en ont plus jamais parlé. Dans le cas de M. Legault, comme on disait tantôt, l'entente transpartisane, c'est vraiment une entente historique. C'est la première fois, à travers tout le Canada en tout cas, que différents partis politiques se sont assis ensemble et ont signé une entente. Puis cette entente-là, elle disait une couple de choses intéressantes. Encore là, il y avait le consensus sur la solution proposée. On s'entendait tout là-dessus. Il y avait les principes qu'il fallait respecter. Il y avait un projet de loi déposé au 1er octobre, mais il y avait aussi que la prochaine élection en 2022 serait avec le nouveau mode de scrutin. L'entente, c'est vraiment pas vrai. L'entente, c'était juste qu'il y aura un projet de loi qui serait déposé. Ça, c'était le 9 mai 2018. C'est vraiment une date importante. Mais puis au début, il y a eu le dépôt du projet de loi à l'automne 2020. Puis ensuite, il y a eu, ça a passé en première lecture, en deuxième lecture, ça s'est rendu presque à l'étape du projet de loi détaillé. Puis on voit que M. Roberge avait signé, M. Legault avait signé quand c'est passé en deuxième lecture. L'autre chose à se rappeler, tantôt Vincent a dit une citation de M. Legault, mais on se rappelle combien de fois qu'il a dit qu'il ne ferait jamais un Justin Trudeau de lui-même. Combien de fois il a dit que c'est ça, les citoyens sont prêts à aller vers des modes collaboratifs et à travailler en coalition. Mais malgré tout ça, il a abandonné la réforme à la veille de Noël en 2021. Et à l'élection de 2022,
non seulement il n'en a pas parlé, il a dit qu'il ne ferait pas de réforme du mode de scrutin. Puis ce qu'il disait, c'est que ce n'est pas la priorité des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'eux, ils avaient fait aussi des sondages. Ils étaient supposés d'avoir un référendum. Si on se rappelle, ils avaient introduit l'idée d'un référendum dans le projet de loi. Puis, qu'est-ce qu'il y avait comme information par leur sondage, c'est que le référendum allait passer. Donc, ça allait se mettre sur pied. Puis encore là, on sait qu'il y avait plusieurs députés qui étaient craintifs de perdre leur... Donc, autrement dit, c'est le pouvoir. C'est toujours des questions de quand tu as le pouvoir, tu veux rester le pouvoir, la partisanerie qui l'emporte sur le bien commun, le bien public. Mais encore là, c'est jamais le mode de scrutin comme tel. Même s'il y a beaucoup de détails, c'est jamais le mode de scrutin comme tel qui est le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dans la tête de M. Legault, c'est qu'il n'y a pas assez de Québécois qui sont seulement des intellectuels du MDM, qu'il faut montrer qu'il y a une pression populaire et tout ça. Donc nous, au niveau du MDM, on continue dans le sens qu'on veut continuer à éduquer, on veut continuer à se mobiliser et à militer. Suite à l'élection en 2022, il y a quand même eu un mouvement populaire. Nous, on a eu notre campagne, c'est juste pas juste. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Il y a un groupe d'étudiants qui est parti mobilisation citoyenne pour une réforme du scrutin. En l'espace de 3-4 jours, ils ont eu comme 3000 personnes qui sont abonnées sur leur Facebook. Il y a eu une autre pétition qui a été lancée, qui a eu comme 5000 personnes qui ont signé. Donc, il y a vraiment plus un mouvement là, les gens comprennent pourquoi c'est le problème. Là, on l'a vu, quand tu le vois, tu le sais, c'est juste pas juste, puis qu'il faut faire de quoi. Donc, il y a ça. Nous, on travaillait beaucoup avec une coalition. On avait créé la Coalition pour une réforme électorale maintenant, qui inclut plusieurs syndicats, des groupes étudiants, d'autres groupes de la société civile. Donc là, présentement, on travaille à continuer à élargir cette coalition-là, ce mouvement-là. Puis ce qu'on se dit, c'est qu'il faut vraiment se mettre ensemble, tout le monde ensemble, pour que chaque voix compte. On va continuer, je vais juste finir 2 minutes. Puis on veut continuer notre travail transpartisan. On pense que c'est essentiel pour continuer à faire valoir les points, mais que le plus de partis continuent à vouloir appuyer là-dedans. Idéalement, ce qu'on avait comme trois idées, là, idéalement, on dirait qu'il y aurait un nouveau projet de loi qui serait déposé. On aurait une pétition qui serait lancée, une pétition de l'Assemblée nationale qui serait lancée à l'automne aussi pour remettre ça sur le tapis et possiblement une manifestation au courant de l'année. La date n'est pas 100% décidée. Mais vous allez entendre parler plus un peu à l'automne. On vous encourage à devenir membre, à ne pas se battre dans les autobus. On partait nous deux. On s'en allait faire une radio. Mais on vous encourage à devenir membre du MDM, à être informé, à recevoir les infolettes, à suivre qu'est-ce qui se passe. Quand il va y avoir la pétition à l'automne, si vous pouvez la signer, si vous pouvez la partager le plus possible pour qu'il y ait le plus de monde possible la signe, c'est ça qui va donner du pouvoir. Quand il va y avoir des manifestations ou d'autres choses, il va devenir nous encourager. Oui? Bien, dans le fond, au moment, je sais que c'est un détail, mais au moment de voter, j'imagine qu'on va l'avoir, la liste des députés par région. Fait qu'au final, ça ne change pas grand-chose parce que les députés dans chaque circonscription, c'est pas nous qui les choisissons au moment de voter. Fait qu'on va avoir, tu sais, présentement, c'est les partis qui choisissent les députés qui vont ou les personnes qui se présentent dans chaque circonscription. Donc, il y aurait le même nombre de personnes, mais juste une partie par région, une partie par circonscription. C'est ça qui est le plan présentement, qui est le plan ou qui est la suggestion. De ne pas augmenter significativement le nombre de députés à l'Assemblée nationale. J'ai juste une dernière question philosophique pour faire plaisir à mes collègues. C'est en fait, référendum ou pas? C'est toujours ça la question. Est-ce que vous préconisez absolument un référendum pour changer le mode de scrutin ou
Parce que Jean-Pierre Charbonneau a longtemps réfléchi là-dessus. Est-ce qu'on devrait... Comme vous disiez, les gens sont mûrs, on a la majorité, on le fait. C'est pas une façon